Donc, avant toute chose, voilà, je me permets donc de me présenter. Donc, je suis Déborah Elkin. Je suis chargée de mission innovation à la CRES Bretagne et je serai donc aussi votre animatrice et la gardienne du temps durant cette prochaine heure et demie. Donc, je vous demanderai aussi de bien vouloir couper les micros pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin donc de ne pas perturber les intervenants lors de leur présentation et de veiller aussi à accepter la notification parce que je viens de lancer l'enregistrement du webinaire. Il me semble qu'il faut accepter. Et nous la partagerons ensuite sur notre site et à destination des personnes qui n'auraient pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Ce webinaire s'inscrit dans une dynamique de soutien aux démarches de co-recherche dans le cadre de la nouvelle stratégie régionale de l'ESS en Bretagne. Donc, nous participons au renforcement du volet innovation-recherche sur le territoire, qui a pour but de créer un espace de co-construction entre le monde de l'ESS et le monde de la recherche, et ainsi donc de répondre aux enjeux de société. Donc, sur ce sujet, nous aurons la chance aujourd'hui d'écouter puis d'échanger aussi avec Yannick Bigouin, donc du Mouvement associatif de Bretagne, Caroline Mével pour la région Bretagne. Nous entendrons aussi le témoignage de la lauréate de l'appel à projet régional, Gaëlle Sampé, avec le projet AP Femmes. Cécilia Quérault pour le Collège coopératif de Bretagne, Yvette Molina pour le Centre de recherche d'Ascoria, Julie Villesèche de la Maison des sciences de l'Homme et Florian Covelli pour l'Institut français du monde associatif. Donc, merci à tous et je passe la main à Yannick Bigouin pour une petite introduction. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Avec la CRES, effectivement, nous commençons depuis peu à creuser ce sujet de la recherche en ESS afin de construire des ponts entre les différents types de recherche, valoriser la production et sortir d'une recherche qui ne soit pas que académique. L'ESS produit donc de la connaissance et en a besoin, et ce webinaire participe de cette volonté de maillage, comme d'ailleurs les assises du tiers secteur de la recherche que nous avons co-organisées en décembre 2021 avec beaucoup d'entre vous. Nous avons auparavant déjà fait un temps entre chercheurs et associations avec l'Institut français du monde associatif et le Collège coopératif de Bretagne. Donc ce webinaire est une étape et il y en aura d'autres. Donc longue vie, on va continuer à travailler avec vous. Donc, merci pour votre participation et puis tout à l'heure, on se retrouvera pour peut-être un temps d'échange. Je vais laisser la parole à Caroline Mével. Ça marche. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais lancer le partage. Et, est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Super. Donc, merci beaucoup pour nous donner à la région Bretagne la possibilité de faire cette présentation. Je vais faire bien attention à l'heure, n'hésitez pas si je fais pas attention. Alors, donc, je suis chargée de mission recherche et dialogue sciences-société au sein du service enseignement supérieur recherche du Conseil régional, intégré à la direction de l'économie. Et je vais vous parler d'un appel à projet qui a été initié l'année dernière, qui est porté, cette première campagne 2021 qui a été portée, financée par 3 services de la direction de l'économie. Donc, le mien, enseignement sup recherche, le service innovation sociale, économie sociale et solidaire. Normalement, il y a Fabienne Escafre qui doit nous rejoindre aussi pour ce webinaire. Et Aurélie Thomas pour le service innovation sociale, stratégie économique et donc innovation, pardon. Il ne faut pas hésiter si mes collègues veulent compléter, ajouter quelque chose à cette présentation. Donc, je vais revenir rapidement sur des petits éléments de contexte, mais voilà, je ne vais vraiment pas m'attarder et vous expliquer les objectifs de cet appel à projet, les étapes et résultats de cette première campagne et des premiers enseignements qu'on tire et les suites qui sont en train de se mettre en place. Hop, alors. En éléments de contexte, en fait, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a le fait qu'au niveau national, il y a la loi de programmation de la recherche qui a bien affirmé la nécessité d'amplifier les apports de la recherche à toute la société. Et puis aussi, au niveau régional, ça fait écho à des démarches, des stratégies, des priorités qu'on fixe de plus en plus sur cet enjeu de renforcer le dialogue science-société. Il y a donc des éléments dans un document comme la BRACE-COP, qui définit à l'horizon 2030
un projet pour les transitions en Bretagne. Et puis, il y a cette S3, la stratégie régionale de développement de la recherche et de l'innovation. Il y a un axe dédié aux transitions, pour les transitions sociales et citoyennes. Et aussi la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire qui évoque ce point et en fait une priorité. Et donc, un point important, donc dans le contexte forcément aussi, il y a toutes les dynamiques régionales qui sont très importantes que M. Bigouin a rappelé en démarrage avec les assises du secteur de l'artisanat en 2020 maintenant, fin 2020. Et puis, donc, il y a un précédent régional important sur lequel je reviendrai très vite aussi plus tard. C'est entre 2006 et 2014, il y a déjà un dispositif dédié au soutien à la recherche participative qui a existé, qui s'appelait ASSOS, Appropriation sociale des sciences. Et donc, voilà, il y a des petits éléments de rappel que j'ai indiqués sur mon diaporama, mais je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. Mais donc, il y avait déjà des précédents et on avait essayé aussi de faire un bilan sur lequel je reviendrai. Et donc, là, en 2021, on a relancé la dynamique. On s'est fixé des objectifs, des principes, les 3 services qui ont co-construit cet appel à projet. L'idée, c'est bien de soutenir des projets de recherche participative qui doivent répondre à des questions et problématiques identifiées sur le territoire régional, et des projets doivent être co-construits à toutes les étapes et réalisés en partenariat entre acteurs de la recherche et de la société civile. Donc, vous pouvez voir que les objectifs sont quand même assez larges. On est sur un côté un peu expérimental en année 1. On découvre les choses, on ne savait pas forcément quel type de projet allait répondre, combien de projets on allait recevoir. Et on avait vraiment voulu axer sur le fait qu'il fallait qu'il y ait au démarrage une problématique ancrée sur un territoire à l'échelle régionale, donc enfin, sur un territoire en Bretagne. Et se dire que avec cet appel à projet, on cherchait à construire des réponses et des innovations. Donc, les projets éligibles, forcément, devaient comporter à minima ce binôme de acteurs de la recherche et acteurs de la société civile, sans liste exhaustive de ce qu'on entend par acteurs de la société civile. Et c'est aussi après au cas par cas, en voyant les dépôts, même si on a bien fixé certaines règles, qu'on peut voir si ça colle ou pas. Donc, des projets de 24 mois maximum, et donc qui doivent développer des innovations. Et ça, c'est compris aussi extrêmement largement. On n'a pas une définition forcément préconçue de ce qu'on entend d'ailleurs innovation avec un S. Donc, ces projets, ils reçoivent une aide de 75 000 €, c'est le plafond, par projet, et ça ne peut pas dépasser 80% des coûts éligibles. Donc, il y a des détails, vous pouvez retrouver par exemple sur le site bretagne.bzh pour voir comment l'année dernière, on avait prévu par exemple quel type de dépenses étaient éligibles en termes de RH, de dépenses de fonctionnement, etc. Et ça aussi, c'est des points qui vont être forcément précisés au fil du temps. Ce ne sera pas forcément à l'image de ce que sera exactement un prochain appel à projet. Hop. Les étapes d'avancement. Donc, on a reçu 30 dossiers. La campagne a été ouverte de début mai à fin juin, à début juillet, tout début juillet. Donc, 30 dossiers, c'est un joli total pour une première année. Une instruction technique a d'abord été effectuée par les services de la région pour vérifier la complétude et la correspondance aux objectifs prioritaires fixés. Puis ensuite, les dossiers ont été auditionnés par un comité technique de sélection avec les services de la région, mais aussi donc, des experts, la MSHB, la CRES et le mouvement associatif de Bretagne. Donc, c'était extrêmement enrichissant et important d'avoir ce regard des experts pour aboutir à un classement de 9 projets lauréats. Donc, pour entrer un petit peu dans ce qu'ont été ces projets, donc le nombre important de projets, je l'ai déjà souligné. Donc, on peut considérer qu'il y a une véritable attente régionale sur ces sujets et une capacité de mobilisation des acteurs. On peut notamment souligner que l'UBO a mis en place un appel à projet spécifique de manière très réactive qui s'appelle Bonus Qualité Recherche pour apporter la part de cofinancement qui complète donc pour les 20% demandés sur l'ensemble du budget du projet. En termes d'acteurs appliqués, une grande variété d'acteurs, que ce soit pour les différentes associations qui ont pu déposer des projets, dans des acteurs de l'ESS, et aussi par rapport aux acteurs représentant le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Beaucoup de thématiques traitées. On n'avait pas fermé sur ce volet-là et on a vraiment eu une grande diversité de sujets qui ont pu être proposés avec donc l'entrée indispensable de cette question de recherche participative et de co-construction. Donc agriculture, aménagement du territoire, égalité femmes-hommes. Et là, par exemple, vous aurez Gaëlle Sampé qui pourra vous
parler d'un des projets retenus qui donc est relatif à l'appropriation de la parole des femmes. Et donc, c'est des projets où les experts ont bien pu relever à quel point ils offraient un regard inédit sur des problématiques d'intérêt régional. Alors, autrement, un autre point, et là on est plus dans l'après, les projets donc, ont été votés en fin d'année dernière pour le soutien, démarrent actuellement. On peut dire que la plupart des projets se lancent dans cette période-ci, pour 24 mois donc maximum. Et il y a un point qui ressortait de l'appel à projet ASSOS, où un bilan évaluatif avait été fait en 2014-2015, c'était le besoin d'animation, d'appui, de formalisation, de formation, d'échange, mais aussi de capitalisation, de valorisation. Et donc, le conseil régional a fait le choix de s'appuyer sur une association, Sciences Citoyennes, qui donc, dans le cadre d'un marché, va animer autant le volet de la communauté des porteurs et des partenaires que la communauté des tiers veilleurs. Et donc, ça veut dire très concrètement que la semaine prochaine, il y a un séminaire de lancement de l'appel à projet organisé les 7 et 8 mars prochains à la Maison des associations. Donc, avec l'objectif que les projets, les acteurs des projets se rencontrent, connaissent ce que font les uns les autres, puissent échanger tant les questions de bonnes pratiques, de difficultés rencontrées, puissent être appuyés avec l'expérience de cette association qui accompagne déjà d'autres appels à projets pour avoir des outils, de l'aide en fait, un éclairage pour aussi donc, aider à l'amorçage concret des projets. Et le 8 mars, il est vraiment dédié aux tiers veilleurs. Et donc, ça, c'est une question qu'il va sans doute falloir qu'on précise en 2022. On a été assez prudent en 2021 sur le sujet du tiers veilleur, qui est donc non partie prenante au projet, mais qui est quand même un élément important pour la réussite des projets, puisqu'il fait l'intermédiaire entre acteurs de la recherche et acteurs de la société civile pour favoriser la compréhension, le fait qu'on ait une problématique partagée, qu'on ait un langage commun. Et donc, cette personne, elle n'était pas obligatoire dans tous les projets déposés. Donc, dans les 9 projets lauréats, tous n'ont pas identifié de tiers veilleur pour l'instant, mais il y en a 4 qui en ont déjà un. Et donc, on va avancer sur ce sujet. On va les accompagner aussi avec donc l'association qui, au-delà du temps de formation du 8 mars, est en appui pour tout au long du projet, pouvoir accompagner ces tiers veilleurs. Donc, pour les enseignements aussi qu'on a, c'est aussi comment on va faire la campagne 2022. Forcément, on va pouvoir s'appuyer sur tout ce qu'on a fait en 2021, où on démarrait tous, on découvrait ce que c'était, et aussi de faire ça à 3 services. C'était très, très enrichissant, mais c'était un peu à chaque étape une découverte pour nous aussi, à la région. Donc, on se pose des questions. Est-ce qu'on va thématiser l'appel à projet cette année? Donc, préciser donc, la question, par exemple, du tiers veilleur, avec un démarrage probablement un peu remonté pour la prochaine campagne. Et plus globalement, au-delà de l'appel à projet seul, donc il y a une modalité pour renforcer le dialogue science-société, on a bien l'idée qu'il y a un ensemble d'actions et de dispositifs qui existent au Conseil régional, notamment ce qui relève des actions de la CSI, qui doivent aussi contribuer à ce renforcement du dialogue science-société. Et ça va dans le sens d'une réflexion qui est amorcée pour une nouvelle stratégie régionale de l'ESR, avec un axe qui sera dédié spécifiquement à ces enjeux. Voilà, j'espère ne pas avoir trop débordé et je suis là pour d'éventuelles questions. Merci à vous. Merci. On va donner la parole à Gaëlle. Merci beaucoup, oui, avec plaisir. Alors, je vais également lancer un partage d'écran. Vous visualisez bien? Oui. Super. Hop. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci d'abord pour cette invitation et l'occasion de parler de ce projet AP Femmes. C'est aussi l'occasion évidemment de remercier la région Bretagne, sans qui le projet n'aurait pas vu le jour. Il faut bien le redire. Alors, cette initiative, le projet AP Femmes, donc l'intitulé, c'est l'appropriation de la connaissance de la parole des femmes en difficulté, en situation de difficulté, et de leur pouvoir d'agir entre la société civile et la recherche. Alors, ce projet,
je pense que ce qui m'était demandé comme témoignage, c'est d'en refaire un peu la genèse et puis d'expliquer un petit peu comment il a pu se monter et ce que ça a suscité comme investissement et comme acteur et actrice. C'est d'abord le fruit d'une impulsion et cette impulsion, elle a été initiée par la mission Univers Point Cité de l'Université de Rennes 2 en collaboration avec le CCB, Collège Coopératif en Bretagne, dont Cécilia ici est la représentante et qui d'ailleurs va assurer la mission d'intermédiation sur ce projet-là. Donc c'est bien parce que voilà, elle pourra peut-être aussi en parler. Donc cette impulsion, évidemment, elle visait à, voilà, à renforcer les liens entre recherche, ou dite recherche et société civile, même si la terminologie peut être discutée, parce que la recherche est dans la société civile. Euh, L'idée, évidemment, c'était peut-être de développer d'autres types de rapports dans la recherche. Si on avait déjà l'expérience de la recherche contractuelle et partenariale, on a aussi dans cette expérience-là, tous et toutes, l'expérience de tensions, d'enjeux, d'instrumentalisation, de dissymétrie qui sont pas toujours évidents à vivre, même si ça fait l'objet de belles réflexions épistémologiques a posteriori. Et donc là, l'idée, c'était de penser, j'imagine en tout cas, c'est mon point de vue, la recherche autrement. Donc cette impulsion, elle a donné lieu évidemment à des temps de rencontres, d'interconnaissance, à l'occasion de plusieurs réunions, qui nous ont permis d'entrer en contact avec un acteur privilégié, un partenaire privilégié. Je le présenterai, c'est la Fédération régionale des CIDFF de Bretagne, donc Centre d'information des droits des femmes et des familles. À l'occasion de ces réunions, on a tout de suite effectivement senti identifier des sensibilités, des engagements communs sur des problématiques sociétales importantes et qui ont vraiment retenu, voilà, qui retiennent le projet associatif hein, de la FRCIDFF et le projet scientifique de mon laboratoire, le laboratoire VIPS. Donc valeurs, innovation, politique, socialisation et sport. Et j'en reparlerai, mais évidemment, cet intérêt commun, c'est celui d'œuvrer à davantage d'égalité entre hommes et femmes et aussi à lutter contre les violences faites aux femmes. Donc ces engagements communs d'un côté dans les travaux de recherche et de l'autre dans les dispositifs et actions associatives, voilà, il a vraiment été le ciment de ce projet. Qui s'est passé de manière très horizontale et finalement très harmonieuse de ce fait. Euh, alors dans cette temporalité, effectivement, et encore une fois sous l'impulsion de la mission université et du CCB, a identifié ce fameux appel à projet de la région, a été identifié, hein, ce projet-là, recherche et société, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas, parce que finalement, notre travail commun, il ne pourra pas se faire sans un soutien financier, c'est certain, ou alors ça prendra un temps fou. Donc on s'est lancé et là, il faut bien le dire, il y a eu une phase d'accélération considérable du temps, hein, du travail et de densification qui suppose, et j'insiste un peu là-dessus, quand même une grande disponibilité et une réactivité commune en fait des partenaires. Ça a été le cas. Est-ce que c'est de la chance? Mais voilà, il a vraiment fallu se remonter les manches et être réactif. Ce qui a donné lieu effectivement à l'obtention de ce financement. On est ravis d'être parmi les lauréats. Et là, aujourd'hui, ce qui nous permet de nouveau de reprendre le temps, plus de temps, d'être vraiment voilà, dans un projet qui est qualitatif à tous les niveaux et je vais en parler rapidement. Alors les objectifs de ce projet, c'est d'abord effectivement de répondre à ce besoin de rapprochement de la recherche et de la société, qui est aussi c'est pas seulement un objectif politique régional, c'est un objectif qui a vraiment une résonance aussi il me semble, dans nos laboratoires et dans notre université, et puis chez les acteurs de la société civile. L'idée, c'était évidemment d'articuler ensuite savoir savant et savoir pratique autour de la problématique de l'égalité femmes-hommes, dont on sait elle est non seulement finalement centrale pour la région, mais on fait le constat quand même que les violences, notamment en période de crise sanitaire, ont considérablement évolué et qu'on peine à identifier et à se débarrasser de ce fléau. Donc véritablement, il y avait
priorité là aussi sur la thématique, la problématique. Donc le projet, il porte évidemment sur la possibilité de comprendre, d'analyser la parole des femmes qui sont accompagnées par le réseau des CIDFF de Bretagne pour saisir quels sont les mécanismes, les processus de leur autonomisation. Et ce, dans une démarche qualitative, c'était aussi vraiment un souhait à la fois des deux acteurs, donc le laboratoire qui défend cette démarche qualitative, cette approche méthodologique, et les CIDFF qui sont soucieuses de développer aussi un savoir-faire en termes d'identification des effets qualitativement parlant. Donc il s'agit d'une approche qui déploie des outils comme l'observation participante, l'analyse ethnographique ou encore les récits biographiques, mais aussi des démarches méthodologiques innovantes. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, hein, pour pouvoir accéder au vécu de ces femmes qui, je le rappelle, sont en situation de difficultés plurielles, des violences, de la précarité, de l'isolement, difficulté d'accès à l'emploi ou au droit. L'esprit de ce projet, évidemment, ça a été de le penser comme une première expérimentation de 2 ans pour pouvoir nous rapprocher plus durablement, éventuellement donc d'expérimenter cette collaboration, cette co-construction, cette co-analyse sur un temps plus long, sur d'autres territoires régionaux et aussi sur d'autres dispositifs que ceux que nous avons ciblés dans ce projet-là. J'ai mis un résumé, mais je transmettrai mon PowerPoint, je ne vais pas le lire en entier pour pas... voilà. Le résumé du projet, vous l'aurez sous les yeux, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément le propos. Concernant la place de l'intermédiation, je pense que c'est une question centrale et Cécilia complétera, j'imagine bien, le propos. J'ai le sentiment qu'on est déjà rentré dedans pleinement, on a pu lancer le projet à la fois de manière empirique, hein, l'étude a débuté, mais aussi dans la gouvernance, le schéma de gouvernance, en réajustant les comités et la composition, hein, des organes de gouvernance du projet. Et ça fait vraiment partie de l'esprit, je pense, de cette AAP. L'horizontalité, la parité, la co-construction, on est rentré dedans pleinement. On a eu notre premier comité d'accompagnement du projet la semaine dernière, à l'occasion duquel on a redéfini un certain nombre de choses sous les conseils de l'intermédiatrice qui est présente, Cécilia. Et puis pour être très au clair sur effectivement ces notions d'horizontalité et de co-construction. Donc là, l'objectif c'était de répondre à la triple pertinence, à la fois une pertinence scientifique, une pertinence aussi sociétale, hein, et puis une pertinence eh bien, pour la région, hein, en termes de priorités et d'enjeux politiques. À côté évidemment de cet organe existe, hein, un comité technique qui est vraiment sur l'opérationnalité du projet et son bon déploiement sur le terrain. Alors, je le disais, j'ai remis les coordonnées des différents acteurs de ce projet. Là, le projet est en phase de lancement, donc on a pu... L'idée, là, c'est de prendre le temps de le faire tranquillement, le public, évidemment, les femmes bénéficiaires de l'accompagnement suppose évidemment que cette recherche se fasse le plus sereinement possible et avec le plus de respect possible aussi de ce qui se passe dans les dispositifs. Et donc, on est actuellement en phase d'immersion, une phase de 2 mois qui nous permettra ensuite de déployer des outils qui pourront se faire en toute confiance et en toute, voilà, en toute sérénité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Gaëlle pour ce témoignage très intéressant et enrichissant aussi. Je vais passer la main à Cécilia. Cécilia Quérault. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme mes collègues, je vais partager mon écran. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Pas encore. Ah. Voilà. C'est bon. OK. Alors, moi, du coup, je ne vois pas sur mon écran, mais est-ce que c'est en plein écran? Non. Non. Là, c'est bon. Voilà. OK, on y est. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Cécilia Quérault, je suis responsable d'une formation qui s'appelle le DEPS, Diplôme des hautes études en pratique sociale au sein du Collège coopératif en Bretagne. Et je suis également responsable de la restructuration du pôle recherche du Collège coopératif en Bretagne.
Je tiens, avant de commencer, à remercier Déborah de la CRES de cette invitation et Yannick Bigouin du mouvement associatif breton. Voilà. Je vais le CCB et puis de façon plus approfondie le LARCOP, le laboratoire de recherche coopérative du CCB. Hop. Alors, le CCB, c'est donc le Collège coopératif en Bretagne. C'est un organisme de formation supérieure, d'études et de recherche et d'accompagnement de collectifs d'acteurs. Donc, c'est un organisme qui est issu à la fois de la pensée et de l'action d'un sociologue qui s'appelle Henri Desroches et de Rennes 2, pour le compte de la Bretagne. Et donc, c'est un organisme qui va fêter cette année ses 40 ans. Donc, qui est né en 82, qui a longtemps été une émanation de l'université Rennes 2, avant de devenir une association il y a à peu près 20 ans. L'ADN du CCB, c'est la recherche-action. Et donc, on est vraiment à l'interface entre la société civile et le monde de la recherche qui appartient lui-même à la société civile. Mais enfin, en tout cas, entre les savoirs académiques et les savoirs expérientiels de la société civile, et avec l'idée d'hybrider les deux. Donc, nous avons 3 pôles. Un pôle formation, avec 5 formations, et puis des formations courtes qu'on travaille souvent en fonction de la demande des acteurs. On a un pôle accompagnement de collectif qui propose des accompagnements de politique publique, des accompagnements d'organismes sur l'évaluation, des analyses de pratiques sociales. Et puis un pôle recherche qui est le LARCOP, le laboratoire de recherche coopérative, que nous restructurons actuellement. Alors, ce LARCOP, nous le restructurons à la faveur d'un poste FONJEP Recherche que nous avons obtenu en fin d'année 2020 et qui se met en place à partir du 1er janvier 2021. Et donc, ce LARCOP, c'est un espace où se côtoient et s'organisent toutes les formes de savoir, qu'elles soient issues de l'expérience ou académiques. Donc, voilà, on est vraiment au cœur de ce que je vous disais, de ce qu'est le collège coopératif en Bretagne. Alors, ce LARCOP, il se décline en plusieurs axes que je vais vous présenter maintenant. Donc, il y a les recherches coopératives, il y a l'intermédiation dont Gaëlle a parlé et Caroline également auparavant, donc on va y revenir. Il y a la participation à la structuration régionale dont Yannick a parlé. Et puis, si on a le temps, on parlera aussi du transfert qui, chez nous, de transfert T-R-A-N-S-F-E-R-T devient transfert F-A-I-R-E, et fonction aussi d'animation citoyenne. Alors, donc, nous, au sein du CCB, nous mettons en place donc, des recherches-actions coopératives, des recherches-actions coopératives avec un sens très fort pour nous, parce que à partir du moment où on met les pieds au sein du CCB, pour nous, que ce soit des personnes qui sont stagiaires en formation ou au niveau des recherches, des accompagnements, ou encore plus au niveau des recherches, eh bien, on se met en recherche donc dans une démarche rigoureuse, outillée, qui soutient la réflexion, où on intègre de nouvelles connaissances, où on produit des analyses, où on enquête, on expérimente et on évalue en continu les expérimentations mises en œuvre. Donc, en ce sens, on met en place des recherches-actions coopératives où un animateur facilitateur accompagne un collectif engagé dans la réflexion, lui propose de se mettre en recherche, comme je viens de le dire, avec tout ce que je viens de dire, donc sur un mode systématique, avec des supports ou des outils qui sont à la fois puisés dans la recherche-action académique, mais aussi dans l'éducation populaire. Donc, on est sur la recherche-action, sur les recherches partenariales, on est sur toute une échelle qui va des recherches-actions d'obédience, d'éducation populaire, on va dire, jusqu'aux recherches-actions académiques, et on essaye de naviguer sur tout ce panel-là, sur toute cette échelle. Donc ça, ce sont nos recherches-actions coopératives. Nous avons aussi des recherches-actions dédoublées, des recherches dédoublées. Alors là, il s'agit de recherches où
d'une part, il y a une recherche académique avec des chercheurs dans des laboratoires, et puis des recherches-actions que nous mettons en place au sein du CCB. Alors, nous avons pour ça un exemple qui est TILT. TILT, c'est l'acronyme de tiers-lieu de territoire à l'échelle de 3 QPV, 3 quartiers prioritaires de la ville de Rennes, donc qui sont le Blône, Villejean et Maurepas. Donc TILT qui est lauréat de l'appel à projet de la région, de l'appel à projet recherche et société. Donc, un deuxième lauréat après la présentation de la recherche AP Femmes. Et donc TILT a été conçu avec 3 structures des 3 QPV que je viens de nommer, donc la COU, ESS Cargo et le Petit Boulonneur. Donc ces 3 structures animées, on va dire, par le CCB, mettent en place une recherche-action donc sur l'impact l'impact social qu'elles ont sur leur territoire. Et par ailleurs, il y a une autre recherche qui est une recherche académique qui est menée par 2 laboratoires qui sont ESO, donc 2 laboratoires de Rennes 2, et qui mènent donc des chercheurs qui mènent une recherche académique sur ces territoires et sur sur ces structures qui sont faiblement institutionnalisées et ce qu'elles produisent. Voilà. Donc, cette recherche dédoublée a été lauréate de l'appel à projet Recherche et Société, et elle a commencé là il y a quelques semaines avec pour tiers veilleur Univers.cité, donc le service Univers.cité, en la personne de Claire Marzin qui travaille pour N2. Voilà. Voilà pour TILT. Et voilà cet exemple de recherche dédoublée. Et par ailleurs, j'ai mis des recherches appliquées. Alors, pour l'instant, nous n'en avons pas, mais nous dirigeons, enfin, en tout cas, nous pourrions accepter d'avoir des recherches appliquées, c'est-à-dire des personnes qui seraient en contrat CIFRE à partir du moment où ça correspond bien évidemment à la philosophie du CCB. Voilà. Voilà pour le panel de recherche que nous pouvons développer. Alors, nous sommes investis également dans le programme Université du fait de notre histoire, puisque, comme je vous le disais, le CCB est au départ une émanation de Rennes 2. Et donc, nous avons été copilotes du programme Université avec Rennes 2, donc Univers.cité. Et donc, c'est un programme qui a 4 axes thématiques: partenariat et réseau, recherche et formation, engagement des étudiants, et citoyenneté et engagement. Et nous sommes plus investis sur 3 axes qui sont partenariat et réseau, recherche et formation et citoyenneté et engagement. Puisque comme organisme de formation supérieure, mais tourné vers des personnes en formation continue, nous sommes moins axés sur l'engagement étudiant. Voilà. Donc, à travers ce programme, nous avons commencé à réfléchir à l'intermédiation, à la faveur notamment d'un travail très proche avec l'UQAM, donc l'Université de Montréal, et le TIES, qui se trouve aussi à Montréal. Donc, nous avons beaucoup échangé avec eux pour réfléchir à l'intermédiation. Nous nous sommes aussi appuyés sur des travaux de Christine Audoux et Anne Gillet. Et nous avons trouvé une pleine accointance, si j'ai envie de dire, avec les travaux réalisés par Sciences Citoyennes, et notamment le dossier qu'ils ont réalisé sur le tiers veilleur, un acteur de la recherche participative. Donc, pour nous, la conception de l'intermédiation sur toutes ces connaissances-là que nous avons travaillées par ailleurs. Et donc, il s'agit d'une dynamique de recherche partenariale, un partenariat horizontal, une relation entre les partenaires et un processus de traduction, d'interaction et d'apprentissage des univers de chacun. Alors, donc j'avais cité la mise en place du comité d'accompagnement du projet. Donc, pour l'intermédiation, c'est traduit chez nous par un comité d'accompagnement du projet, un CAP. Et donc, du coup, j'avais cité la recherche AP Femmes que Gaëlle vient de présenter.
que nous avons la joie et le grand plaisir d'accompagner donc avec le laboratoire VIPS de Rennes 2 et le CIDFF. Nous avons aussi un autre CAP que nous accompagnons. Alors là, nous n'avons pas encore commencé. Nous commençons cet après-midi le travail. Et donc, ça sera mon collègue Jérémy Cordonnier qui va accompagner ce CAP et qui concerne donc une recherche qui est aussi forcément lauréate de l'appel à projet du Conseil régional. Et ce CAP s'appelle JEB, c'est-à-dire Jeunes exilés en Bretagne. Et donc, c'est une recherche qui est menée par le laboratoire de l'EHESP, COPESCEM et différents acteurs citoyens sur le territoire breton. Voilà, donc nous sommes très heureux de nous investir dans cette aventure de l'intermédiation avec le soutien du Conseil régional et ces 2 journées de formation de la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. On va essayer d'accélérer. D'accord. Donc, nous sommes également investis dans les assises du tiers secteur. Alors, nous avons participé aux assises du tiers secteur donc, le 1er décembre 2020, des assises virtuelles. Puis, le 1er décembre 2021, il y a eu les 2 bouts du tiers secteur, qui là étaient en présentiel avec un certain nombre d'acteurs qui notamment sont présents ici aujourd'hui. Et donc, suite à ces événements, suite et concomitamment à ces événements, il y a une participation à la structuration régionale avec une dynamique de co-recherche entre la société civile et le monde de la recherche. Et donc là, pour le coup, le CCB y participe, mais avec bien d'autres structures. Il y a donc Rennes 2, il y a Alice, il y a CLASC, j'ai vu que Eva était présente, il y a l'IREPS, Réseau solidaire avec Aude Le Guen, COPESCEM avec Frances Poisson. Voilà. Et donc, du coup, il y a un essai de structuration régionale et de rapprochement du monde de la recherche et puis des acteurs du tiers secteur de la recherche. Alors, il y a 2 groupes de travail qui sont actifs. Donc, un premier qui concerne le plaidoyer politique pour favoriser les interactions entre le secteur de la recherche et son tiers secteur. Et puis le deuxième qui concerne davantage des formations à l'intermédiation entre tiers secteur de la recherche et l'enseignement supérieur de la recherche, donc avec interconnaissance, méthodologie de recherche, hybridation des savoirs. Voilà. Alors je vois, j'ai encore un peu de temps ou pas du tout? Si on va avoir un petit peu de temps pour des questions-réponses, on a une dizaine de minutes de questions-réponses. D'accord. Du coup, je vais juste finir en vous disant très vite que nous réfléchissons aussi au transfert, mais on pourra revenir dessus, et que nous avons des fonctions d'animation citoyenne, donc création d'un espace ressources et création d'un espace d'échange. Ce sont des secteurs qui sont en cours de création, mais on peut y revenir également. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on coupe pour, voilà, si vous avez des questions à poser, on va le faire en 2 temps. On a 10 minutes à peu près pour échanger et on le fera aussi à la fin. Donc, si vous avez des questions, des petites interventions, c'est le moment. Ou sinon, Cécilia pourra nous parler du transfert. Non, pas de questions à ce stade. Moi, je peux peut-être qu'il peut y avoir des questions autour du prochain appel à projet de la région, parce que je rejoins Gaëlle sur la question de la temporalité. Donc, Caroline nous a un petit peu parlé d'une nouvelle temporalité. C'est vrai que nous avons tous été
vraiment à vouloir répondre de façon qualitative, mais parfois avec beaucoup d'acteurs. Et donc, co-construire avec beaucoup d'acteurs, ça demande du temps. Donc, peut-être sur cette question-là. Donc là, si je comprends bien, c'est est-ce qu'on a plus de détails sur la temporalité du prochain appel à projet, c'est ça? En fait, pas beaucoup plus, malheureusement à ce stade. Disons qu'on sait que ça va démarrer normalement le 26 avril. Donc, on a décidé de remonter un petit peu le démarrage. Et après, normalement, c'est jusqu'à fin juin pour le dépôt des projets. C'était aussi tout simplement nous par rapport à l'étape d'instruction où on réalise une double instruction technique. Et après, il y a encore d'autres étapes de transfert aux experts du comité de sélection. Donc là, c'est sûr que ce n'était pas forcément optimal que ça se passe en période estivale. On espère que, comme il y aura quand même des fondamentaux qui vont demeurer, s'il y aura des éléments qui seront déjà un petit peu appropriés par l'écosystème qui est concerné par cet appel à projet. Et on va essayer d'être encore plus précis dans nos attentes pour notamment la complétude des dossiers et tout ça. Mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, sinon qu'on va encore fonctionner avec la même messagerie dédiée et qu'il ne faut vraiment pas hésiter, même si on ne sait pas trop s'il y a un projet qui est vraiment mature, mais on est là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser aussi en étape en amont d'un dépôt. Voilà. Je vais activer mon micro, ce sera mieux. Merci beaucoup. Nous avions alors une question de Marie. Quand vous parlez de thématisation, une orientation? Je comprends que ce soit assez frustrant. Finalement, il faudrait peut-être mieux pas le dire quand on est autant en train de mouliner en interne sur ces sujets-là. Disons que forcément, il y a des priorités régionales, il y a des feuilles de route, il y a des orientations qui existent, mais on est aussi deux services. Il y a le service aussi innovation sociale, économie sociale et solidaire qui repartira avec nous cette année pour une prochaine campagne. Et il n'y aurait sans doute pas une seule thématisation, peut-être plusieurs volets, mais c'est vraiment des choses qui vont se discuter courant mars. Et c'est aussi des choses, et là donc c'est intéressant que je le signale, c'est aussi d'ailleurs par rapport au calendrier des points où les journées des 7-8 mars sont très importantes pour nous. L'objectif, c'est que les porteurs se rencontrent, c'est qu'on puisse faire passer de l'info, mais c'est aussi en recevoir encore plus, par exemple sur le volet des tiers veilleurs, on est complètement à découvrir les choses et à avoir besoin des retours pour préciser les contours, les attentes et aussi les besoins qu'il y a face à nous, côté porteur, côté projet. Mais aussi, on espère bien qu'à l'issue de ces 2 journées, on aura aussi de la matière qui va nous aider à construire de manière pertinente ce futur appel à projet 2022. Voilà, donc ça servira aussi à ça les 7-8 mars. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, je vois que tout à coup, nous avons plusieurs questions. Alors, de Pascal Glimin, c'est ça. Donc, comment pouvons-nous être mis en relation avec des tiers veilleurs lors de la constitution d'un projet? Donc ça, c'est une première question. Et si vous voulez, je lance la deuxième. Et comment ces dispositifs qui favorisent les co-recherches s'articulent avec l'émergence des innovations sociales? Voilà, les 2 dernières questions. Je ne sais pas qui veut y répondre. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une autre question plus haut. Alors, par rapport aux tiers veilleurs, je ne sais pas si ça m'est adressé, mais là, pour les projets qui en avaient, en fait, dans les 9 projets lauréats, les porteurs nous sont indiqués dans la candidature qu'ils ont déposée, soit plusieurs personnes identifiées, soit des structures, soit carrément déjà une personne identifiée, parce que déjà connue et où vraiment le profil était collé bien avec le projet. Après, pour la prochaine campagne, dans la mesure où le marché avec Sciences Citoyennes qui est vraiment en appui et en expertise sur le sujet des tiers veilleurs, donc on pourra s'appuyer sur eux
Et donc, il sera tout à fait possible pour un projet qui dépose de dire on souhaite mettre en place un tiers veilleur, et c'est possible de dire même que ce soit obligatoire. Ça va faire partie des points qu'on va préciser avec l'appel à projet 2022. En tout cas, on peut tout à fait déposer en disant on ne voit pas trop qui, et nous, on sera en appui grâce à Sciences Citoyennes pour pouvoir donner des noms et pouvoir petit à petit construire un peu un annuaire des tiers veilleurs. Voilà. Donc ça, c'est une des réponses. Et l'autre, si c'était le lien avec des innovations sociales, c'est ça, je ne sais plus exactement le… C'était ça de améliorer comment ces dispositifs qui favorisent les co-recherches s'articulent avec l'émergence des innovations sociales. Peut-être je peux préciser ma question. En fait, Ouais. donc là, les co-recherches que vous avez décrites, notamment à travers les exemples qu'on a entendus, peuvent permettre peut-être d'identifier des problématiques, peut-être faire émerger de nouveaux projets d'innovation sociale. Je voulais savoir comment ça s'articulait avec le reste peut-être de votre politique régionale, et notamment, vous disiez que vous étiez en partenariat avec d'autres services plutôt liés à l'innovation sociale. Est-ce que ce qui sort de ces co-recherches est ensuite accompagné ou pas, etc. D'accord. Alors, dans la mesure où on est sur des projets qui, si la première campagne et les 9 projets qui démarrent, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Eh oui. En termes d'articulation, alors déjà, comme la nouvelle stratégie régionale de l'enseignement supérieur de recherche va être définie en 2022, après, ça va être encore autre chose, et je pense que l'appel à projet 2023, il va s'articuler en amont avec ça. Mais là aussi, un effort qu'on fait, c'est quand les projets ont été déposés, alors je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais en tout cas, c'est peut-être un éclairage que je n'ai pas donné jusqu'ici. Les projets, on a essayé aussi les transmettre en amont aux politiques sectorielles concernées et à nos collègues des services qui étaient, par exemple, sur la politique de mobilité, sur les questions plus égalité femmes-hommes aussi, par exemple, pour avoir leur retour et pour qu'ils sachent ce qui se passait sur le territoire. Et donc, c'était très intéressant d'avoir ça. Et par exemple, là, pour le projet AppFemme, c'est vrai que notre collègue qui est chef de pôle égalité, Frédéric Pondmer, elle fait partie, du coup, elle a pu participer aux premières réunions. Et là aussi, il y a un autre projet qui est donc basé à Brest sur la FabMop, le Fabriquer Mobilité Durable, et où on nous a demandé de prendre contact avec à la fois côté service et côté élu, les personnes en charge à la région de ces questions, mais pour qu'elles soient au courant et puis pour qu'elles puissent aussi donner leur avis sur ce qui est pour elles important, ce qui doit être mis en avant, pour que ça colle aussi, pour qu'il y ait un maximum de cohérence. Donc, et ça, c'est à construire parce que l'effort de transversalité, il n'est pas évident, mais sur Assos, déjà, le précédent dispositif régional, il y avait le souhait souvent, il y avait quand les projets étaient examinés, les services concernés étaient invités aussi à donner leur avis sur les projets. Et cet état d'esprit-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on l'ait en tête parce que c'est ce qui peut donner aussi du corps au projet. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Il y avait effectivement une question plus haut de Christelle. Excusez-moi, j'ai été trop rapide. Je pense que vous voulez intervenir peut-être. Ce sera peut-être plus simple. Oui, bonjour. Non, enfin, oui, je peux dire une phrase. Juste pour des raisons de parcours de vie, le projet de recherche sur lequel je bûche et que je prépare en ce moment se fait avec un laboratoire qui est à Paris. Pour le coup, et mon territoire de vie, de travail et mon terrain en fait de recherche est bien en Bretagne et particulièrement le Pays de Redon, en Ille-et-Vilaine. Voilà, donc je voulais savoir si c'était complètement hors sujet d'envisager postuler en étant en lien et en partenariat avec des gens d'ici, hein, bien sûr, de Bretagne, à ce genre d'appel à projet. Est-ce que c'est surréaliste ou est-ce que ça vaut le coup de mettre l'énergie à défendre ce projet de recherche? Voilà. Alors, par rapport à ce qui avait été défini en 2021, là pour l'instant, n'ayant pas arrêté complètement les modalités 2022, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus. Il faut que l'établissement, il y a une structure porteuse, qu'elle soit acteur de la recherche ou acteur de la société civile, il y a un interlocuteur principal, c'est celui qui va porter le dossier. Après, cette structure-là, elle est nécessairement implantée en Bretagne. Ensuite, les acteurs partenaires du projet. Il y a 2 catégories possibles. Soit ils sont également bénéficiaires d'une partie, de toute ou partie de l'aide régionale. Et dans ces cas-là, ils sont également implantés en Bretagne.
Si des acteurs veulent aussi participer au projet sans en être bénéficiaires, ils peuvent ne pas être implantés en Bretagne. Donc, il y a quand même eu des dossiers l'année dernière qui étaient déposés où certains des membres du collectif global du projet n'étaient pas implantés en Bretagne. Merci beaucoup, Caroline. Donc, on va continuer avec l'intervention de Yvette Molina de Ascoria. Donc, on a encore 3 intervenants et nous aurons 15 minutes à la fin, normalement, pour pouvoir voilà, poser d'autres questions. Donc, je laisse la parole à Yvette Molina. Alors, il faudrait mettre le micro. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran. C'est en cours et je vais le mettre en diaporama. Voilà. Si ça veut bien se mettre en diaporama, ce serait pas mal. Non. Donc là, vous le voyez bien normalement. Moi, je le vois, donc je pense que voilà. OK, donc je vais présenter ce qu'est le centre de recherche d'Ascoria, donc en le resituant dans son contexte d'une école voilà, implantée en région Bretagne et une école qui prépare au métier des solidarités. Dans un deuxième temps, je vais présenter quelques exemples de travaux de recherche en cours qui sont conduits par le centre de recherche, bien évidemment dans le temps imparti, et puis ce n'était pas l'intérêt de faire un effet de catalogue pour citer toutes les recherches en cours, mais voilà, quelques idées, quelques exemples pour illustrer. Et puis, en dernier point, parce que c'est aussi un des objectifs de ce webinaire de ce matin, et bien évidemment, de présenter des outils de développement de la recherche que nous mobilisons au sein du centre de recherche. J'ai oublié de me présenter, donc moi je suis Yvette Molina, je suis sociologue, chercheuse en sciences humaines et sociales et responsable du centre de recherche, voilà, d'Ascoria. Alors, donc un centre de recherche qui est intégré au sein d'une école qui prépare au métier des solidarités. Donc, globalement, Ascoria prépare et développe les activités suivantes, des activités, je dirais, un peu classiques, à la fois de formation professionnelle, initiale et continue, de veille, de recherche et de soutien à l'innovation. On a parlé tout à l'heure de l'innovation, d'animation des milieux professionnels et d'ouverture à l'international. Le centre de recherche est complètement intégré à l'école, à l'école d'Ascoria, avec une mission première qui est celle d'analyser les évolutions sociales, institutionnelles et professionnelles dans le domaine très large du social et du médico-social, et avec un double objectif à la fois de production de connaissances et d'utilité sociale, ce qui rejoint la loi de programmation pour la recherche de 2021, qui a été rappelé tout à l'heure, qui concerne faire science avec et pour la société. On est complètement dedans et on était déjà dans cette veine-là préalablement à la loi de programmation pour la recherche de 2021. Ensuite, un troisième point important, c'est que nous développons les notions d'expérimentation et d'innovation qui sont vraiment au cœur de plusieurs projets, comme les modalités que nous développons dans des objets de recherche-action et des recherches-actions collaboratives, participatives et partenariales. Alors, comme je viens de le dire, donc des recherches collaboratives, des travaux de recherche qui sont systématiquement réalisés sur un mode collaboratif et ou partenarial, à la fois pour enrichir les analyses, mais aussi pour faciliter le transfert d'informations entre les chercheurs, les formateurs, les personnes concernées, les professionnels, voire même les élus. Là, on a conduit des projets de recherche, des activités de recherche avec des élus, et aussi afin de garantir une meilleure appropriation des résultats par les acteurs parties prenantes. Donc, la dimension collaborative se réalise pour la plupart dans le cadre de recherche-action, ou parfois qu'on appelle des recherches-interventions également, qui mettent en place des modalités de coproduction des connaissances à tous les stades
de la recherche, à toutes les étapes de la recherche, de la construction du projet à la diffusion des résultats. Et notamment, mais ce n'est pas uniquement cette modalité-là, mais notamment on passe beaucoup par l'animation de groupes de recherche-action, avec les acteurs parties prenantes. Alors, pour caractériser et dire ce qu'est ce centre de recherche intégré au sein de l'école d'Ascoria, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire, qui regroupe des chercheurs permanents à la fois qui relèvent de la sociologie, comme voilà, ce qui est mon cas, de la géographie sociale, des sciences de l'éducation, de la psychologie sociale, donc une équipe assez éclectique, si j'ose dire, de chercheurs et chercheuses permanentes, et puis aussi de chercheurs associés avec qui nous travaillons en étroite collaboration, on va le voir dans les exemples que je donnerai tout à l'heure, et puis qui implique aussi des méthodes variées, à la fois avec des approches qualitatives et quantitatives. Et puis, voilà, je ne veux pas rentrer dans des débats plus techniques de la recherche, plus scientifiques, mais avec des épistémologies, des méthodologies aussi qui peuvent être différentes. Alors, quelques exemples de travaux de recherche en cours, avec des thématiques assez diversifiées, vous le verrez. Donc, on a par exemple une thématique autour de la protection de l'enfance avec une recherche en cours pour le compte de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Donc là, on est dans une recherche qui n'est pas dite collaborative, mais vraiment partenariale, notamment avec les terrains de recherche qui ont été… Enfin, voilà, nous avons 4 terrains de recherche en France sur des territoires diversifiés. Donc sur la question de la pluralité du phénomène de violence institutionnelle en protection de l'enfance, donc pensée, innovation et réinvention institutionnelle. Donc il y a une dimension pragmatiste qui est de déboucher à l'issue de cette recherche sur la construction d'outils pour à la fois les pratiques professionnelles et les outils de formation sur ces questions-là en matière de protection de l'enfance. Une autre thématique qui tourne autour du domaine de la santé et du social, donc, avec une recherche intitulée Parcours de santé que nous conduisons pour le compte du Comité régional du travail social de Bretagne, le CRTS, donc avec des financements à la fois de l'État et de la région. Une autre thématique concernant la qualité de vie au travail, donc là c'est un projet qui démarre depuis 1 an à peu près, autour de la question du rapport entre la santé et la nature pour un consortium d'hôpitaux en France, donc sur plusieurs territoires situés voilà, sur le territoire hexagonal, je vais le dire comme ça. Et puis, une thématique aussi sur les pratiques professionnelles autour de la référence de parcours, donc qui était un objectif et toujours un objectif du plan de prévention et de lutte contre la pauvreté, donc que nous conduisons en collaboration scientifique avec le Collège coopératif de Bretagne, avec Cécilia qui est ici présente, pour les départements à la fois des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan. Voilà quelques exemples. Et là, on est typiquement dans une recherche-intervention avec les acteurs locaux concernés, à la fois les personnes concernées, les personnes accompagnées, les agents départementaux, les partenaires locaux et les chercheurs, bien sûr, embarqués dans cette recherche-intervention qui est encore en cours. D'autres thématiques qui concernent l'accès au droit et la médiation numérique. On a par exemple, il y en a d'autres, mais ce sont quelques exemples, une recherche autour de la médiation numérique et de la dématérialisation pour le Conseil régional de Bretagne en partenariat avec le TILAB, le TILAB qui est un laboratoire d'expérimentation et d'innovation pour l'accès au droit et pour les services publics implantés en région Bretagne. Une autre recherche en cours concernant le déploiement des conseillers numériques en France, donc pour France Service, et donc là pour le compte de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT. Et puis un autre projet qui démarre là depuis le début 2022, mais qui était en exploration sur l'année 2021 et toujours à titre d'exemple. Donc un projet sur les thématiques des territoires et de l'accès au droit
sur les parcours d'accès des jeunes, des 16-25 ans, au lieu d'accueil social en milieu rural, et là pour le département d'Ille-et-Vilaine. Donc, nous avons d'autres projets, 3 autres projets avec le département d'Ille-et-Vilaine, mais voilà, je donne cet exemple à titre d'illustration, bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, les outils de développement de la recherche que nous mobilisons, ce sont d'une part des financements suite à des réponses à appel à projets de recherche. Donc, c'est le cas, par exemple, là, de ce qui a été nommé pour la région. Donc, nous avons été aussi retenus dans le cadre d'un projet partenarial avec le Core Lab sur l'éducation aux médias, avec la Core Lab, avec l'Université Rennes 2 et le Centre de recherche d'Escoria sur l'appel à projet 2021. Nous avons été un des 9 lauréats. Donc voilà, nous répondons à des appels à projets de recherche, donc ce qui n'est pas, comment dire, sans poser question, puisque ça veut dire que l'on va systématiquement chercher des cofinancements, et ça veut dire aussi que pour un centre de recherche, un petit laboratoire comme le nôtre, cela veut dire aussi, et pour les acteurs aussi partenaires, dans cette co-construction et dans ces réponses à appel à projets de recherche co-construites, qu'il faut aussi travailler et consacrer du temps en autofinancement, puisque comment dire, cette part de réponse appel à projet nécessite une mobilisation importante et n'est pas comment dire, financée d'un certain point de vue, puisque le financement va aller sur l'activité de recherche en elle-même qui se déploie dans la suite. Et puis aussi des financements dans le cadre de partenariats. Donc, nous avons plusieurs financements dans ce cadre-là. Donc, par exemple, avec les collectivités, ce que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi dans des cadres de cofinancement aussi. Donc, on peut mixer à la fois des réponses à appel à projets de recherche et puis rechercher des cofinancements dans le cadre de partenariats locaux. Voilà, c'est le cas, par exemple, de la recherche conduite pour le compte de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, par exemple. Et un dernier levier de recherche, d'outils de développement de la recherche que nous développons depuis 3 ans maintenant, c'est le crédit impôt recherche, le CIR. Le CIR, qui est une mesure de soutien aux activités de recherche et de développement, RND, comme on dit, qui est consacré aux entreprises. Donc, Ascoria est considérée comme une entreprise. Donc, des entreprises qui engagent des dépenses de recherche ou fondamentales ou de développement expérimental et d'innovation, qui peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous certaines conditions sur lesquelles je ne viendrai pas là parce que c'est assez technique, et sachant que le taux du CIR varie selon le montant des investissements consacrés aux activités de recherche. Voilà. Je pense que j'ai été dans les 10 minutes imparties, j'ai fait très synthétique et je vous remercie de votre attention. Et voilà, je répondrai aux questions s'il y a lieu dans la suite. Merci. Julie. J'enchaîne et je vais essayer d'être concise. Hop, je vous partage mon écran. Tac. Allez, c'est parti. Alors du coup, Julie Villesèche, chargée de médiation scientifique à la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Donc la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, c'est une unité d'appui à la recherche. Je vais vous faire une présentation très brève de ce qu'est la MSHB. Je vous présenterai ensuite un dispositif en particulier, donc l'appel à manifestation d'intérêt pour les groupes de travail interdisciplinaires, en vous donnant quelques exemples. Et ensuite, je terminerai très brièvement en vous présentant une plateforme d'expertise qui est hébergée à la MSHB et qui pourrait être d'intérêt pour certains d'entre vous. Donc, la Maison des sciences de l'homme, donc, comme je disais, c'est une UAR. Elle fédère l'ensemble des laboratoires en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales du territoire breton. Elle a été créée en 2006 à l'initiative du CNRS et des 4 universités bretonnes. Donc, Rennes 1, Rennes 2, Université Bretagne occidentale Brest et Université Bretagne Sud. C'est un
Donc, le but, c'est l'animation, un lieu qui permet l'animation de débats qui portent sur les enjeux sociétaux et des questionnements épistémologiques disciplinaires. Donc, la MSHB a 6 tutelles différentes, à savoir le CNRS, le HESP, l'Université de Bretagne occidentale, l'Université de Bretagne Sud et les universités Rennes 1 et Rennes 2. Donc, parmi les fonctions, il y a notamment l'incubation de projets et donc de groupes de recherche interdisciplinaires, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, la valorisation et la diffusion des recherches en sciences humaines et sociales. Et en fait, la valeur ajoutée qu'apporte la MSHB, c'est justement de pouvoir proposer des services d'accompagnement et des plateformes technologiques et d'expertise qui peuvent accompagner la recherche. Alors, pour vous donner un bref aperçu du contexte de la création de l'appel à manifestation d'intérêt, donc qui n'a qu'un an en fait, il y a eu 2 appels, un au printemps 2021 et un à l'automne 2021. Ça a été créé dans le cadre du renouvellement de l'identité scientifique pour le programme quinquennal 2021-2026. Et ça a été pensé dans le cadre des 3 axes que vous voyez à l'écran, donc anthropisation et anthropocène, identité et transition européenne, démocratie, expérimentation et transformation. Donc, comme vous le voyez, ces 3 axes recouvrent un ensemble de priorités scientifiques, que ce soit du côté universitaire ou alors du côté de ce qui se passe côté région Bretagne, que Caroline Mével vous a déjà expliqué au début, et aussi des défis sociétaux que l'on retrouve au niveau des grands opérateurs nationaux et européens. Donc, très brièvement, pour vous expliquer le cadre de cette AMI, donc un groupe de travail interdisciplinaire, il est constitué pour 1 an. Il peut être renouvelable sur justification. Donc, la dotation est assez peu élevée par rapport à ce qu'on a pu entendre pour d'autres appels à projets, parce que le but n'est pas du tout le même. Donc là, l'idée, c'est de permettre l'organisation de rencontres de formats différents et de communication scientifique, donc qui peuvent avoir vraiment des formes très diverses et variées. Je vous donnerai quelques exemples après. Donc, c'est un groupe qui est porté par 2 responsables scientifiques, dont l'un appartient nécessairement à une unité fédérée par la MSHB. Et le but, au-delà de l'objectif interdisciplinaire que l'on retrouve en fait nécessairement dans les projets de la MSHB, de par son côté unité fédératrice, c'est également une ouverture vers les collectivités locales, les entreprises et la société civile. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc voici des groupes qui se sont constitués donc soit au printemps 2021, soit à l'automne 2021. Donc, on retrouve par exemple le groupe Dépolars, qui est écologie politique en armorique, porté à la fois par Catherine Bellé et Mathieu Romani, et dont la mission principale est de développer une réflexion à l'interface entre les recherches universitaires et le débat public. Donc là, notamment, les séminaires sont organisés à la fois pour qu'il y ait des discussions entre disciplines scientifiques, mais également des discussions avec des acteurs de terrain et des citoyens. Notamment, lors d'un des précédents séminaires, il y avait un membre de l'association des 150, donc les 150 qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Il y a également d'autres formes. Donc, c'est par exemple le cas de Coopec, coopérative d'éducation à l'entrepreneuriat collectif. Alors, le titre complet de ce groupe de travail s'ensuit avec une question. Donc, quel impact sur le pouvoir d'agir des jeunes et les dynamiques territoriales locales, donc, qui est porté par Sandrine Rose-Papé et Emmanuel Monet, et dont le but est d'étudier le mouvement des coopératives jeunesse de service. Donc, c'est un mouvement qui est né au Québec il y a 30 ans. Et donc là, on est sur un groupe de travail qui s'adresse beaucoup plus aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, en tout cas de manière beaucoup plus spécifique, notamment sur cette thématique
des coopératives de jeunesse. Et après, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des groupes de travail qui sont sur des thématiques autres, donc la santé au travail des indépendantes, les violences de genre, et CAST qui est plutôt sur les arts et les sciences. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces groupes de travail interagissent parfois. Alors, ça peut être donc avec des coopératives, mais ça peut être également avec des associations. Donc, c'est le cas notamment de Violence de genre, qui notamment a fait une première séance sur le cyberharcèlement et le cybersexisme. Et dans ce cas, la discussion était à la fois avec des chercheurs en sciences de l'éducation, mais également avec l'association EPE, donc Égalité pour éducation, et l'équipe de direction du lycée du Puy du Lhomme de Brest. Voilà, très brièvement pour vous donner des exemples de ce qu'est cette AMI. Si jamais il y a des questions, je repréciserai. Et donc, j'en profite pour vous parler également d'une plateforme d'expertise qui pourrait être d'intérêt dans le cadre de nos discussions sur économie sociale et solidaire. Donc, c'est la plateforme d'expertise pour la mobilité intelligente. Donc, elle est centrée sur les usages du numérique dans le domaine de la mobilité. L'objectif de la plateforme, c'est à la fois d'accompagner les acteurs privés, donc que ce soit des entreprises, des startups, mais aussi publics, donc collectivités et académiques. C'est ce qui explique en fait les différentes formes de collaboration possibles qui sont citées sur le diaporama, à la fois que ce soit des projets collaboratifs, projets de recherche ou prestations scientifiques. Et donc, cette plateforme met à disposition des moyens humains, donc des ingénieurs qui sont là pour accompagner les recherches, et techniques, donc en termes de matériel, locaux et panel testeurs. Et si jamais vous voulez plus d'informations, je vous invite également à consulter les pages qui s'y réfèrent sur le site de la MSHB. Voilà, et j'espère que je n'ai pas été trop longue et pas trop rapide. Merci. Merci beaucoup, Julie. Et je vais donc immédiatement passer la parole à Florian Covelli de l'Institut français du monde associatif. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement, je suis en plein écran. Alors, quelques mots pour vous présenter l'Institut français du monde associatif avant de vous parler d'un programme de recherche participative que nous allons lancer cette année sur la thématique des modèles socio-économiques et de la création de valeur dans le monde associatif. Déjà vous dire qui est l'Institut français du monde associatif. Nous avons été créés en janvier 2019. Nous sommes une jeune organisation avec pour ambition de répondre aux besoins de connaissance du monde associatif en soutenant la recherche et la diffusion de la connaissance avec deux grandes finalités. La première finalité, c'est de permettre une meilleure reconnaissance de la contribution des associations à la société et à la démocratie. Et puis, la deuxième finalité, c'est par la connaissance, par le renforcement de la connaissance, de mieux outiller le monde associatif, les dirigeants associatifs, les salariés, les bénévoles, pour faire face à un certain nombre de mutations et de grands enjeux qu'ils traversent aujourd'hui. Donc, répondre aux besoins de connaissance du monde associatif, c'est notre première ambition. La seconde, c'est de contribuer à structurer un domaine de recherche sur le monde associatif. Aujourd'hui, le fait associatif ne constitue pas un domaine de recherche en tant que tel, comme ça peut être le cas sur l'économie sociale et solidaire, par exemple. Donc, nous souhaitons contribuer à cette avancée-là. Et également promouvoir de nouvelles façons de faire et diffuser la recherche, de nouvelles façons de faire la recherche. Donc là, c'est vraiment l'enjeu de la recherche participative et de diffuser la recherche également parce que dans les constats à l'origine de la création de l'Institut, il y a ce constat d'une très faible appropriation des travaux de recherche
par le monde associatif, donc un gigantesque manque à gagner, un transfert de la connaissance en compétences qui finalement ne se fait pas tant que ça. Et puis, notre dernière grande ambition, c'est évidemment de transformer à travers tout ça, transformer le rapport entre les chercheurs et les acteurs. Considérer aussi que les associations sont, et d'ailleurs statutairement elles le sont, aussi des lieux de mise en commun de connaissances, donc autrement dit des lieux de production de connaissances. Et donc rétablir aussi une forme de symétrie entre le monde associatif et la recherche dans la production de connaissances. On a à l'Institut 3 grands domaines d'activité. Le premier, c'est de qualifier les besoins de connaissances, puisque c'est à cela que nous voulons répondre. Donc, quels sont les besoins de connaissances aujourd'hui du monde associatif? Ensuite, à partir de ces besoins, c'est de construire des programmes de recherche et puis ensuite de diffuser la connaissance. Nous avons à ce jour identifié par consultation, par groupe de travail, 12 grands enjeux de connaissances. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour découvrir ces grands enjeux de connaissances qui vont faire la feuille de route de l'Institut pour les prochaines années. Nous avons déjà engagé 2 premiers appels à projets de recherche et soutenu 23 nouvelles recherches depuis notre création. Les lauréats de l'Institut ont organisé 40 événements, restitué leurs travaux à travers 35 publications. Et puis, nous sommes en train de travailler à la constitution pour fin d'année ou de l'année prochaine d'un centre ressources en ligne. Nous avons déjà collecté 4000 références bibliographiques sur le fait associatif. Voilà pour qui est l'Institut français du monde associatif. Quelques mots sur le sujet du programme de recherche que je vais vous présenter ensuite, et pour vous dire pourquoi nous souhaitons nous consacrer au développement de la connaissance sur les modèles socio-économiques et la création de valeur. Nous avons mis en place un groupe de travail en 2021 sur cette question qui a été ressortie de la consultation que nous avions lancée en 2019 auprès de l'ensemble du monde associatif et du monde de la recherche. Un groupe de travail à l'Institut, il a 3 étapes. La première étape, c'est de mettre sur la table vraiment toutes les questions que le monde associatif se pose sur un sujet et en dialogue avec le monde de la recherche pour vraiment qualifier assez finement les besoins. Il y a les besoins qui s'expriment facilement, et puis il y a des besoins latents. Donc, il y a un travail de maïeutique aussi. Le dialogue chercheur-acteur est extrêmement intéressant pour avancer sur ce point-là. La deuxième étape du groupe de travail, c'est de faire un état de l'art de la connaissance existante et de voir par rapport aux besoins qui ont été exprimés de connaissances, les connaissances qui existent déjà. Et la troisième étape, naturellement, c'est par filtre, c'est d'identifier quels sont les angles morts de la connaissance et donc les orientations de recherche que nous souhaitons pousser pour demain. Alors, quels sont les angles morts de la recherche qui ont été identifiés sur les modèles socio-économiques et sur la création de valeur? Le premier grand enjeu, c'est de comprendre et de reconnaître qu'est-ce qui fait les spécificités des modèles socio-économiques associatifs par rapport aux modèles de l'entrepreneuriat social, les services marchands, mais aussi par rapport au modèle institutionnel, c'est-à-dire des associations qui seraient finalement délégataires de services publics. Et donc, entre ces 2 modèles, comprendre la spécificité des modèles socio-économiques associatifs pour en préserver la fonction sociopolitique et pour outiller aussi les dirigeants associatifs sur le pilotage de leur modèle socio-économique. Deuxième grand enjeu sur l'approche par la valeur créée en tant que méthode d'évaluation globale. Donc, ça, c'est vraiment la question aussi de l'évaluation. Donc, compléter la mesure d'impact qui aujourd'hui est une méthode très répandue dans le monde associatif, qui va plutôt sur des indicateurs quantitatifs, plutôt en fin d'action, plutôt pour justifier de la valeur auprès des tutelles et des financeurs. Et il y a un besoin qui s'exprimait à nous de renforcer la connaissance, renforcer la méthodologie, pour compléter la mesure d'impact et appréhender par la création de valeur les processus de transformation qui sont à l'œuvre dans le fait associatif
Voilà, quand on détecte des besoins innovants, quand on invente des solutions nouvelles, quand on interpelle les pouvoirs publics, quand on crée du lien social ou quand on propose des espaces délibératifs. Tout ça, ça échappe à l'impact, mais ça fait bien partie du processus transformatif des associations. Et comment est-ce qu'on on comprend, on valorise ce processus-là et comment on l'évalue. Et c'est une dimension qui est extrêmement importante à la fois pour faire de l'évaluation un outil de révélation de la valeur, un outil de pilotage stratégique des projets associatifs, mais aussi pour outiller le dialogue entre associations et partenaires. Et puis, le dernier enjeu qui a été identifié, c'est de renforcer les connaissances autour des modèles socio-économiques de chacun des 3 leviers des modèles socio-économiques associatifs. Le levier de l'engagement, comment mieux comprendre la contribution de l'engagement, notamment de l'engagement bénévole, au modèle socio-économique associatif et à la valeur créée. Comment les mutations des financements, notamment des financements publics, ont été largement documentées par les travaux de Viviane Tchernonog notamment, mais comment documenter aujourd'hui l'incidence de ces mutations des financements publics sur les modèles socio-économiques associatifs. Ça reste aujourd'hui à travailler. Et puis, quelle contribution également de la coopération et des alliances au modèle socio-économique. Donc, voilà un peu les grands sujets qui vont être au cœur du programme que nous souhaitons lancer. Et donc là, en quelques minutes, vous en dire un peu plus sur ce dispositif. Donc, nous allons lancer un appel à manifestation d'intérêt. Donc, à partir des grands enjeux de connaissances que je viens de vous présenter, donc alors pardon parce que les dates ne sont pas encore arrêtées. Donc, j'ai un calendrier que je vous présente juste ensuite, mais qui est un calendrier encore assez large. Nous ferons un atelier de sensibilisation pour présenter l'appel à manifestation d'intérêt au printemps, donc avec une diffusion assez large dans les réseaux associatifs et dans les réseaux académiques. Nous organiserons avec les candidats qui auraient été présélectionnés un séminaire acteurs-chercheurs pour partager les conclusions du groupe de travail qu'on a conduit en 2021, présenter un certain nombre de travaux de recherche que nous avons déjà soutenus sur ces différentes questions, et puis travailler aussi sur un certain nombre de critères qui nous semblent importants, notamment sur les enjeux de recherche participative. Nous souhaitons que les questions de recherche soient formulées conjointement par les acteurs et les chercheurs. Nous souhaitons également que dès la présentation des projets, les modalités de restitution des travaux aient été pensées et qu'elles soient présentées dans le cadre des projets. Et donc ça sera des choses qui pourraient être travaillées lors de ce séminaire en juin. Ensuite, il y aura le temps de la structuration des projets de recherche. Ah oui, pardon, ce séminaire pourra aussi servir de rencontre entre des acteurs et des chercheurs qui auraient décidé de candidater seuls, puisque le projet in fine sera un projet porté par des acteurs et des chercheurs, mais on n'empêche pas les candidats d'arriver pour des chercheurs sans acteurs ou pour des acteurs sans chercheurs, s'ils peuvent se rencontrer dans ce cadre-là. Et puis, lancement des recherches avec un objectif qui est pour nous de soutenir à hauteur de 200 000 € des travaux de recherche, et puis diffuser les résultats des travaux auprès du monde associatif. Alors, en termes de calendrier, vraiment en 1 minute, l'appel à manifestation d'intérêt, donc c'est lancement mi-avril et pour réponse début juin, le séminaire fin juin, structuration des projets jusqu'en novembre, un jury en décembre, lancement des recherches début 2023 et pour une restitution des travaux en 2024. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, merci aux participants. Donc, il nous reste encore un peu de temps si vous souhaitez poser des questions. Voilà, s'il y avait des doutes, je vous laisse réagir.
Ou si les intervenants souhaitent ajouter quelque chose, peut-être. On m'a demandé en chat si je pouvais transmettre mon PowerPoint. Donc, je ne sais pas par quel biais, mais bien entendu, il pourra être diffusé à l'ensemble des participants. Oui, je pensais justement récupérer tous les PowerPoints et puis les envoyer aux personnes qui se sont inscrites au webinaire. Si ça vous va, si c'est bon pour vous. Éventuellement, juste, c'est un petit rappel pour ceux qui ont bien reçu le message qui rappelle le programme des 7 et 8 mars et avec des tableaux de présence. Donc, à la fois, je ne suis peut-être pas infaillible quant à la mailing list. Et donc, si les destinataires ont vu des manquants, il ne faut pas hésiter à leur faire suivre l'info. Et puis, à bien indiquer si vous pourrez être là ou non pour la logistique de l'organisation, enfin pour l'événement. Et voilà, donc je suis disponible si d'ici là aussi vous avez des questions pour ces 2 jours-là ou pour tout autre. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci pour la personne, je ne vois pas votre nom complet, qui a fait la prise de notes collective. Merci beaucoup. Comme ça, on pourra jeter un coup d'œil. Elle n'était pas super collective, la prise de notes. Non. Mais elle peut le devenir si vous avez des choses à rajouter, parce que c'est vrai que c'était compliqué, comme il y avait beaucoup d'informations, et puis en même temps, moi, je réfléchissais à plein de trucs. Donc, si les intervenants, intervenantes, ou même les personnes qui ont suivi ont des choses à rajouter, des commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est un pad qui est relativement facile à utiliser. Et puis, voilà, moi, je le partagerai avec mon association et les réseaux. Et sans indiscrétion, quelle est votre association? Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas votre... C'est Clask Docteur et Innovation Sociale. D'accord. Mais on est nantais, du coup, on est un peu périphérique. Mais c'est quand même c'est une dynamique super, donc vraiment bravo. Bravo pour toutes ces initiatives, c'est super inspirant. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous souhaitez terminer? Est-ce qu'il y a des questionnements, des réactions? Je peux peut-être, s'il n'y a pas de questions tout de suite, c'est parce qu'il y a pour la question sur les tiers veilleurs, donc effectivement, Science Citoyenne, elle peut tout à fait mettre en relation avec des personnes de leur réseau, dont on fait partie par ailleurs. Mais nous, on est une association de docteurs, doctrices, doctorants, doctorantes complètement interdisciplinaire. Et donc, on met en réseau les personnes qui sont sur Nantes aux alentours, pour plein de raisons. Mais aussi, on essaie d'expérimenter des manières de faire travailler les docteurs et doctrices en se basant sur leurs compétences en recherche et surtout leur transversalité. Et donc, si vous avez des besoins en tiers-veilleurs et veilleuses, et si vous n'êtes pas trop loin de Nantes, bon, on a un peu de réseau aussi un peu partout, hein, donc on n'est pas que Nantes-Nantais, mais ça peut être, voilà, vous pouvez tout à fait nous écrire, parce que ça se trouve, on aura une personne disponible qui pourra le faire. Je mets le mail de classe dans le chat. Super, merci beaucoup. Si c'est bon pour vous, on peut se dire au revoir. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. Je vois qu'il est midi et demi passé. Et encore merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, pour cette organisation. Merci à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.